奴は今や世界の英雄だ。シャルロッセ殺人未遂は解決でいいのかい？先日起きた王の帰還を狙った8カ国革命の国々。やらせときゃええわい。いずれの事件も世界中の反乱の火種たちにおいちゃなんぼ向かってこようとも全員返り討ちにしちゃるがのわ。 Au sein d'un univers immense et finement tissé, Eiichiro Oda a semé de sa plume enchantée des graines d'énigmes et de mystères voilés qui ont fleuri en 27 ans de récits passionnés. Parmi ces questions sans réponse, l'arc d'Elbaf se dresse tel un colosse enveloppé de brume. Le destin de Nami reste suspendu à un fil d'inconnu, tandis que les secrets enfouis du passé attissent une curiosité brûlante. Face à ces intrigues entremêlées, une question demeure. Aurons-nous les clés de ces mystères avant que le rideau ne tombe sur cette épopée légendaire? Car, inéluctablement, même si nos cœurs se serrent à cette pensée, le manga s'approche de son crépuscule. Malgré l'avancée fulgurante de l'intrigue, de nombreux voiles restent à lever et de nombreux secrets attendent d'être révélés. Et pourtant, au fil des pages et des chapitres, Oda a parsemé des indices, tels des phares dans la nuit, nous guidant subtilement vers la compréhension de ces énigmes. La vérité sur Nami, qui pourrait être la princesse d'un royaume mystérieux et détenir les pouvoirs de l'arme antique Uranus, l'arrivée d'Akainu de la marine sur Elbaf coïncidant avec la présence des 4 empereurs et de l'armée révolutionnaire à la fin de l'arc, et enfin, les révélations sur le passé obscur de ce monde. Si vous êtes en quête de lumière sur ces questions qui hantent l'univers de One Piece, vous avez trouvé votre havre. Car c'est ici, ensemble, que nous nous aventurerons au cœur de l'obscurité, armés des indices disséminés par l'auteur, pour démêler les fils du destin et entrevoir ce que l'avenir nous réserve dans les derniers chapitres de cette saga légendaire. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo théorie. Si vous aimez One Piece et mon contenu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit et ça fait plaisir. J'aimerais aussi remercier Typical Joe qui est à l'origine de certaines théories de cette vidéo. Je vous mets les liens qui mènent vers ces théories en description. Donc merci à tous ceux qui prendront le temps pour tout cela et bonne vidéo. Nami-chan 様でしたよね。ああ、人魚姫様。ナミちんはあだ名というか、本当の名前はちんなしで。なんだか初めてお会いいたしますのに、幼い頃からの知り合いのような。Pour cette première théorie, explorons une hypothèse fascinante qui a captivé l'imagination de nombreux fans. Nami serait la princesse d'un royaume mystérieux et détiendrait les pouvoirs de l'arme antique Uranus. Après une analyse approfondie des indices disséminés par Eiichiro Oda, nous pouvons théoriser sur la nature princière de Nami, originaire du royaume d'Oikot, Tokyo, écrit à l'envers. Selon la vivre carte du Databook volume 3, Oikot n'est pas une simple île ordinaire, mais un véritable royaume, tout comme Alabasta ou Dressrosa, possédant sa propre dynastie et une famille royale. Revenons au flashback poignant de Nami. Il y a 20 ans, un massacre dévastateur a eu lieu, entraînant la disparition du royaume d'Oikot sans que les assaillants ne soient clairement identifiés. Au chapitre 77, Oda met l'accent sur 2 éléments cruciaux, la présence de la marine sur les lieux et le fait que seuls Nami et Nojiko ont survécu à cette tragédie. Il est pour le moins étrange que, parmi tous les guerriers aguerris du royaume et les forces du gouvernement mondial, seul une enfant et un bébé aient échappé au massacre. L'apparition de Belle-Mère marque un tournant décisif. En découvrant Nami, elle décide d'abandonner sa vocation de marine pour protéger les 2 filles, au péril même de sa propre vie. Mais pourquoi? Pourquoi une marine dévouée comme elle choisirait-elle de trahir ses idéaux et de se sacrifier ainsi? La réponse pourrait résider dans la véritable identité de Nami. 8 ans plus tard, l'arrivée d'Arlong sur l'île de Kokoyashi bouleverse la vie paisible de ses habitants. Il impose une taxe exorbitante, poussant Belle-Mère à cacher Nami et Nojiko, faute de moyens pour payer pour elles toutes. Un membre de l'équipage d'Arlong mentionne alors une information troublante provenant du registre d'état civil destiné au gouvernement mondial. Belle-Mère n'a officiellement pas d'enfant. Comment expliquer que Belle-Mère ait dissimulé l'existence de ses 2 filles adoptives pendant 8 longues années? Cette théorie suggère que le gouvernement mondial lui-même serait responsable de l'attaque dévastatrice sur Oikot, cherchant à éradiquer la lignée royale. Nami serait ainsi la dernière héritière du trône. La princesse d'Oikot et Nojiko, sa fidèle servante, auraient eu pour mission sacrée de protéger la future souveraine. Consciente du danger, Belle-Mère aurait compris l'importance de cacher les filles aux yeux du gouvernement mondial, sacrifiant sa propre sécurité pour assurer leur protection. Cette hypothèse est renforcée par le fait qu'Oda représente fréquemment Nami ornée d'une couronne royale, symbole de noblesse et de souveraineté.
De plus, sa capacité innée à comprendre les conditions météorologiques et à naviguer avec une précision exceptionnelle pourrait être le fruit de capacités surnaturelles transmises de génération en génération au sein de la famille royale d'Oikot. Ces dons uniques seraient le reflet du pouvoir d'Uranus, l'arme antique légendaire associée au ciel. En outre, l'idée que Nami puisse être liée à Uranus ajoute une profondeur supplémentaire à son personnage. Cela expliquerait son affinité naturelle avec la météo, sa capacité à ressentir les changements climatiques et son talent exceptionnel pour la navigation. Elle serait non seulement une cartographe hors pair, mais aussi la gardienne inconsciente d'un pouvoir ancestral capable de changer le cours du monde. Certains pourraient affirmer que nous avons déjà découvert Uranus, et que, par conséquent, cette hypothèse serait caduque. De plus, Vegapunk confirme que ce qui a anéanti Lulusia est une arme antique. Mais si je vous disais que cette arme n'était pas réellement Uranus? Pour comprendre cette perspective, retournons au chapitre 352 où il est révélé que Pluton est un redoutable navire de guerre pouvant être construit grâce au plan détenu par Franky. Ensuite, au chapitre 399, Franky suggère que ces plans ne sont pas ceux du véritable Pluton, mais plutôt ceux d'une arme capable de rivaliser avec une arme antique au cas où l'une d'elles serait réveillée pour de mauvaises intentions. Puis, à la fin de l'arc Wano Kuni, nous apprenons que l'arme antique Pluton se trouve là-bas. Vous voyez où je veux en venir. L'arme qui a détruit Lulusia pourrait être une création du gouvernement mondial ou d'une tierce partie, conçue pour rivaliser avec une arme antique tout comme le faux Pluton. Ainsi, les trois armes antiques, Pluton, Poséidon et Uranus, demeurent cruciales pour la suite de l'histoire. Il serait donc envisageable que Nami développe ses pouvoirs pour devenir la déesse du ciel, incarnant Uranus. Au chapitre 968, les rois des mers annoncent la naissance prochaine de leur souverain et sa rencontre avec un autre souverain. Shirahoshi est identifié comme l'un d'eux. Le second, qui semble logiquement être Luffy, pourrait en réalité être Nami. Au chapitre 627, une rencontre mystérieuse a eu lieu entre Nami et Shirahoshi, où une complicité naturelle s'installe entre elles, comme si un lien profond les unissait. Du coup, cette rencontre pourrait être celle prophétisée par les rois des mers 20 ans plus tôt. De plus, un lien similaire est observable lorsque Shirahoshi rencontre Vivi et Rebecca, deux autres princesses, renforçant l'idée que Nami serait elle aussi une princesse. Nami pourrait donc bel et bien être l'héritière d'Uranus. Son aptitude innée à percevoir le climat, déjà visible au chapitre 140, et les multiples références à ses capacités quasi divines soutiennent cette hypothèse. Plusieurs personnages reconnaissent les talents surnaturels de Nami, comme Arlong au chapitre 92 et Ener au chapitre 283. Les scientifiques qu'elle rencontre avant l'ellipse craignent également son potentiel à plonger le monde dans le chaos, un terme également utilisé pour décrire Poséidon au chapitre 627. Ajoutons aussi que selon les SBS du tome 15, la date de naissance de Nami est le 3 juillet. De manière intrigante, le roi Neptune du royaume Ryugu partage cette même date de naissance. Cette coïncidence renforce elle aussi le lien symbolique entre Nami et Shirahoshi, suggérant qu'elles sont destinées à être les deux souveraines mentionnées dans la prophétie. De plus, sur le plan astronomique, la planète Neptune est la plus proche d'Uranus dans le système solaire, établissant un autre lien entre Nami associé à Uranus et le roi Neptune. D'autre part, dès son plus jeune âge, Nami influence inconsciemment le climat. À son arrivée bébé au village de Kokoyashi, une tempête violente faisait rage, un événement que Genzo n'oubliera jamais. Belle-mère note également que le temps fut exceptionnellement beau lors de l'une des années suivant leur arrivée, renforçant l'idée qu'elle possède des capacités surnaturelles liées au contrôle du climat dès l'enfance, à l'instar de Shirahoshi avec la mer comme démontré au chapitre 628. Écartons-nous quelques secondes pour parler du nombre d'or. Le nombre d'or, ou section dorée, est un concept mathématique à la fois mystique et fascinant, qui a captivé les esprits depuis l'Antiquité. Souvent utilisé dans les œuvres de la Renaissance, il est représenté par une spirale dont le ratio est considéré comme l'une des proportions les plus harmonieuses et esthétiques pour l'œil humain. Cette proportion divine est employée pour conférer une beauté intrinsèque aux œuvres d'art, guidant subtilement le regard du spectateur vers des éléments clés et renforçant ainsi le message que l'artiste souhaite transmettre. Maintenant, portons notre attention sur une couverture de chapitre de One Piece, où Eiichiro Oda aurait ingénieusement intégré le nombre d'or. Il s'agit de la cover du chapitre 634. Une illustration qui semble utiliser cette proportion mathématique pour mettre en lumière trois personnages essentiels. Shirahoshi, incarnation de Poséidon, Franky, qui à cette époque représentait encore Pluton, et de manière surprenante, Nami, qui symboliserait Uranus. Cette interprétation ouvre des perspectives captivantes sur le rôle potentiel de Nami dans l'intrigue globale. Le fait que Nami puisse être associée à Uranus trouve un écho remarquable dans son inspiration mythologique. En effet, Aphrodite, déesse grecque de l'amour et de la beauté, est née de l'écume de la mer après que Cronos eut jeté les parties du corps d'Uranos dans les flots. Ainsi, Aphrodite est littéralement issue d'Uranus, établissant un lien céleste et maritime entre les deux divinités. Mais plus que ça, les parallèles entre Nami et Aphrodite sont saisissants. Tous deux arborent une chevelure rousse et sont intimement associés à la beauté et à l'amour, suscitant admiration et fascination dans leur univers respectif. Leurs origines sont profondément liées à la mer. Le nom de Nami signifie vague en japonais,
tandis qu'Aphrodite est dérivé du mot grec aphros, signifiant écume de la mer, soulignant ainsi leur connexion intrinsèque avec l'océan. Cette association maritime est renforcée par des éléments symboliques. Le village natal de Nami, Kokoyashi, est réputé pour ses vergers d'orangers, tout comme l'île de Chypre, lieu de naissance légendaire d'Aphrodite, est connue pour ses orangers luxuriants. De plus, le symbole du chat les unit. Nami est surnommée la chatte voleuse, tandis que Chypre est surnommée l'île des chats, en raison de la présence historique de nombreux félins sur l'île. Un autre lien intrigant réside dans le tatouage de Nami qui rappelle le symbole astrologique d'Uranus, mêlant une signification personnelle à une possible référence céleste. La naissance d'Aphrodite, à partir de l'écume formée par les parties du corps d'Uranus, établit un parallèle puissant avec Nami, suggérant qu'Oda a intentionnellement incorporé des références à la déesse grecque dans la conception de son personnage. Toute cette théorie donne une nouvelle dimension à l'attaque du royaume d'Oikot. De la même manière qu'Alabasta a été pris pour cible en raison de Pluton, et que l'île des hommes poissons a été convoitée pour Poséidon, Oikot aurait été attaqué par le gouvernement mondial pour s'emparer d'Uranus. Ainsi, tout est lié. L'assaut dévastateur sur Oikot, le sacrifice de Belle-Mère qui comprend l'importance de protéger Nami et Nojiko des ambitions obscures du gouvernement, et les capacités surnaturelles de Nami liées au climat renforçant l'idée qu'elle est héritée de l'arme antique Uranus. Si cette théorie s'avère exacte, Nami jouerait un rôle crucial dans One Piece, non seulement en tant que navigatrice exceptionnelle, mais aussi comme détentrice d'un pouvoir capable de changer le destin du monde. Son évolution vers la pleine réalisation de ses capacités ferait d'elle une véritable déesse du ciel, promettant un développement majeur de son personnage dans la suite de l'aventure. Cette transformation pourrait également avoir un impact significatif sur la dynamique de l'équipage au chapeau de paille et sur leur future quête pour renverser le gouvernement mondial. Pour tous ceux qui souhaitent approfondir cette théorie passionnante, je vous invite à regarder la vidéo des yeux de Gaimon qui explore avec brio et profondeur ce sujet, offrant des analyses détaillées et des perspectives inédites. まったく偉い時代に元帥になったわい。なんぼ向かってこようとも全員返り討ちにしちゃるがのは。 Dans cette seconde théorie, nous verrons pourquoi Akainu risque de devenir l'antagoniste principal de l'arc Elbaf contre toute attente. Entrons directement dans le vif du sujet. Pour commencer, il est essentiel d'examiner l'idée selon laquelle Elbaf s'inspire de l'arbre monde Yggdrasil de la mythologie nordique. De nombreux fans ont suggéré que Elbaf pourrait en réalité être constitué de 9 royaumes, reflétant les 9 mondes que Yggdrasil soutient dans les légendes scandinaves. Dans la mythologie nordique, Yggdrasil est le pilier cosmique qui relie différents royaumes, les plus célèbres étant Asgard, la demeure des dieux, Midgard, le monde des humains, et Jotunheim, le territoire des géants. Mais que se passerait-il si Elbaf incarnait uniquement certains de ces royaumes dans l'univers de One Piece? Midgard, le royaume des humains, pourrait symboliser le monde extérieur, celui que nos protagonistes parcourent au fil de leurs aventures. Muspelheim, connu comme le royaume des démons, et qui est gardé par le géant de feu Surt, pourrait représenter Marie-Joise et Marineford sous le commandement d'Akainu. Cette analogie prend tout son sens si l'on considère la nature ardente des pouvoirs d'Akainu et son rôle en tant que leader implacable de la marine. Surt, dans la mythologie, est destiné à déclencher le Ragnarok, l'apocalypse qui détruira les 9 mondes. De même, Akainu pourrait être perçu comme celui qui apportera une destruction massive dans sa quête de justice absolue. En positionnant Akainu comme le gardien de Muspelheim, cela ouvre la possibilité d'un affrontement épique entre lui et les géants d'Elbaf qui pourraient représenter Jotunheim. Ce conflit ne serait pas seulement physique, mais également idéologique, opposant les valeurs d'honneur et de bravoure des géants à la rigueur impitoyable d'Akainu. De plus, cette interprétation permettrait à Eiichiro Oda d'intégrer davantage de la mythologie nordique dans son récit. Des thèmes profonds tels que le destin, le sacrifice et la renaissance pourraient être explorés à travers ce conflit, offrant une dimension supplémentaire à l'histoire. Enfin, cette théorie offre également un terrain fertile pour le développement de personnages clés comme Usopp, qui a des liens profonds avec Elbaf et aspire à devenir un brave guerrier des mers, comme j'en parle dans cette vidéo. Face à une menace de l'ampleur d'Akainu et de la marine qu'il dirige, Usopp et l'équipage du chapeau de paille pourraient être mis au défi, les poussant à dépasser leurs limites et à jouer un rôle déterminant dans le sort du monde. En somme, envisager Akainu comme l'antagoniste principal d'Elbaf ouvre la porte à une multitude de possibilités narratives. Cela permettrait d'allier mythologie, symbolisme et développement de personnages pour créer un arc riche et captivant, susceptible de marquer un tournant décisif dans l'histoire de One Piece. Supposons que cette hypothèse soit véridique, et que la référence à Muspelheim de la mythologie nordique implique effectivement une intervention d'Akainu. Mais qu'est-ce qui pourrait réellement pousser Akainu à s'impliquer personnellement sur le front d'Elbaf? Depuis l'après-ellipse, nous avons observé Akainu exprimer une frustration croissante face au protocole rigide qui entrave la marine de son efficacité opérationnelle. Malgré ces contraintes, il a déclaré avec une détermination inébranlable son intention de répliquer sur tous les fronts. Considérant l'échec cuisant de leur dernière tentative pour vaincre l'un des 4 empereurs,
Il semble que le Gorosei hésite à s'engager dans de nouveaux conflits de grande envergure. On pourrait s'attendre à ce que le gouvernement mondial adopte une posture défensive, se retranchant alors que leurs ennemis se rapprochent inexorablement. Avant sa disparition, Saturne avait déjà affirmé qu'il n'avait pas l'intention de s'impliquer à Elbaf, du moins pas pour le moment. Il semble qu'Oda souhaite nous faire croire que le gouvernement mondial et la marine resteront en marge de cet arc narratif. Cependant, c'est précisément l'inverse qui se produira. Un événement majeur surviendra dans cet arc, poussant Akainu à défier les ordres du Gorosei et à conduire personnellement une flotte vers Elbaf. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer pour donner à Akainu une raison suffisamment impérieuse de se rendre en personne à Elbaf? Cette question ouvre la voie à de nombreuses spéculations. Peut-être qu'une alliance inattendue entre les forces d'Elbaf et des pirates menaçants inciterait Akainu à agir? Ou bien une révélation concernant une arme antique ou un secret lié au siècle oublié pourrait le contraindre à prendre les choses en main? Il est également possible qu'un affront personnel ou un défi indirect à son autorité le pousse à ignorer les protocoles et à suivre son propre sens de la justice absolue. Mais la raison la plus probable qui pousserait Akainu à s'impliquer personnellement dans les événements d'Elbaf serait la résurgence des informations du siècle oublié récupérées à Ohara. Rappelons-nous l'incident tragique d'Ohara. C'est Akainu et personne d'autre qui a impitoyablement détruit le navire d'évacuation civile, justifiant son acte par la nécessité absolue d'éliminer tout érudit susceptible de s'échapper en se mêlant aux civils. Sa devise de la justice absolue reflète sa conviction inébranlable que la justice doit être accomplie sans laisser la moindre place au hasard, et ce, quel qu'en soit le prix. Cependant, si les connaissances d'Ohara ont survécu, cela signifie qu'Akainu n'a pas achevé sa mission comme il le croyait. Cette réalisation serait pour lui une profonde remise en question de son intégrité professionnelle et de sa vision de la justice. Découvrir que son action passée n'a pas éradiqué la menace qu'il percevait pourrait le pousser à intervenir personnellement pour terminer le travail qu'il a commencé il y a plus de 20 ans. Cette motivation serait en soi suffisante pour qu'Akainu décide de s'impliquer dans les affaires d'Elbaf. Mais il y a davantage en jeu. Il comprendrait que ces informations, si elles tombaient entre de mauvaises mains, pourraient ébranler les fondements même du gouvernement mondial. Akainu considérait comme essentiel d'empêcher à tout prix que des pirates, en particulier ceux de l'envergure des chapeaux de paille ou de Barbe Noire, n'accèdent à ses secrets. Les chapeaux de paille sont déjà conscients que ces précieuses connaissances sont protégées par Saoru, et il est probable que Shanks et Loki en soient également informés. La possibilité que quelqu'un comme Barbe Noire découvre ce secret est d'autant plus réelle que Caribou était présent sur Egghead et pourrait avoir transmis des informations cruciales en plus de l'emplacement de 2 des 3 armes antiques. Tout porte à croire que les données d'Ohara et les mystères qu'elle renferme seront au cœur de l'intrigue de l'arc d'Elbaf. Elle pourrait bien être le déclencheur principal d'un conflit majeur, attirant l'attention non seulement des pirates, mais aussi du gouvernement mondial et de la marine. Cette situation créerait une convergence explosive des intérêts de chacun, mettant en scène une bataille épique pour le contrôle de la vérité. En fin de compte, l'intervention d'Akainu à Elbaf serait le résultat d'un enchevêtrement de devoirs personnels, de convictions profondes et de préoccupations stratégiques. Cependant, cette situation ne concerne pas uniquement les pirates. Dragon, le chef de l'armée révolutionnaire, est également conscient que les géants d'Elbaf protègent les informations interdites d'Ohara. S'il apprenait que ses précieuses connaissances étaient menacées, il serait sans aucun doute déterminé à intervenir pour les protéger. Imaginez un instant. Luffy, Shanks, Barbe Noire et Dragon réunis au même endroit, chacun poursuivant le même objectif, mettre la main sur les secrets d'Ohara avant la marine. Un tel rassemblement de figures légendaires ne pourrait échapper à l'attention d'Akainu. Face à une concentration aussi exceptionnelle de puissants adversaires, il serait inconcevable pour lui de rester inactif. Sa conception de la justice absolue l'obligerait à intervenir personnellement. Mais qu'en est-il de Loki? Est-il possible que Loki passe de potentiel antagoniste à véritable antagoniste? Impliqué dans de multiples trahisons et fidèle à la nature du dieu de la malice, dont il porte le nom, Loki pourrait jouer un double jeu, semant la discorde pour servir ses propres intérêts. Si Akainu débarque à Elbaf à la tête d'une flotte massive, cela pourrait être le catalyseur d'une trahison de la part de Loki envers ceux avec qui il s'est allié. Rappelons-nous comment Akainu a manipulé Squardo pour qu'il trahisse Barbe Blanche lors de la guerre de Marineford. Cette capacité à exploiter les faiblesses des autres suggère qu'Akainu et Loki pourraient trouver un terrain d'entente temporaire, chacun cherchant à tirer avantage de l'autre. De plus, si Barbe Noire apprend l'existence des informations d'Ohara, il tentera sûrement de s'en emparer, ce qui ajouterait une couche supplémentaire de complexité à la situation. La présence de Barbe Noire impliquerait également celle de Kuzan, qui agit en tant qu'allié mystérieux de Barbe Noire. Cela fournirait à Akainu une motivation supplémentaire pour s'impliquer, désireux d'affronter ses forces convergentes. Ainsi nous aurions Luffy, Shanks, Barbe Noire, Dragon et Aokiji réunis en un seul lieu. Une telle convergence est trop significative pour qu'Akainu l'ignore. Il verrait là une occasion unique d'éliminer plusieurs menaces majeures en une seule action, achevant ainsi une tâche inachevée depuis très longtemps.
幻獣種モデルニカ人々を笑顔にしたという解放の戦士太陽の神ニカ. Cette dernière théorie propose une perspective éclairante qui pourrait expliquer l'histoire de la fondation de la chute du royaume ancien. Le commencement. Au tout début, une planète bleue offrant salut et puissance aux colons destinés à fonder l'ancien royaume. Dans le chapitre 1086, Ivankov montre à Sabo un livre semblant s'intituler Genesis en référence à la Genèse. Ce livre pourrait bien narrer non seulement l'origine du gouvernement mondial, mais aussi celle du royaume ancien, tissant ainsi un lien profond entre ces deux entités historiques. Dans le chapitre 1123, Marco révèle que Barbe Blanche lui avait confié que Maréjoie était autrefois appelée la Terre des Dieux. Avant que le château de Pangea ne devienne le centre névralgique du pouvoir mondial, cette terre était gouvernée par des êtres appelés les Lunariens. Ces révélations suggèrent que les Lunariens pourraient être intrinsèquement liés à la création du royaume ancien. Il est possible que les êtres connus sous le nom des 4 dieux aient créé cette planète bleue, un territoire d'une richesse naturelle et incommensurable. L'histoire de la création du royaume ancien demeure une enveloppe de mystère. L'un des rares indices apparaît dans l'histoire de couverture dédiée à Ener, notamment au chapitre 470 et 472. Les races célestes alliées de la cité lunaire de Bilka ont migré vers la planète bleue en quête de ressources naturelles. Ces colons célestes vénéraient la terre qu'ils découvraient, la considérant comme un sol sacré qu'ils ont nommé Verse. Les races alliées ont préservé cette culture d'amour et de respect pour la nature pendant des siècles après la chute du royaume ancien. Leur conviction que la Terre Sainte chantera à nouveau témoigne de leur foi inébranlable. Il est clair que, du moins pour les Chandia, la croyance en les 4 dieux est bien réelle et profondément ancrée dans leur identité. Dans le chapitre 287, nous voyons les habitants se préparer à offrir un sacrifice à ces dieux. Le dieu du soleil, le dieu de la forêt, le dieu de la pluie et le dieu de la terre. Ainsi, l'existence de ces dieux fait partie intrigante du canon de One Piece, et n'est pas un simple concept abstrait ou mythologique. La question qui se pose alors est la suivante. S'ils sont mentionnés, étaient-ils réels ? La réponse pourrait résider dans le fait que les races célestes les ont rendus réels. Dans le chapitre 1069, Vegapunk confirme que les fruits du démon sont une manifestation des désirs infinis des individus pour notre évolution. Les souhaits et les aspirations collectives ont donné naissance à ces pouvoirs extraordinaires. L'un des 4 dieux, le dieu soleil, est confirmé être incarné par l'éveil du fruit de Nika. Cela suggère que les autres dieux pourraient également être liés à des fruits du démon spécifiques, représentant chacun une facette essentielle de la nature et de l'univers. Le futur est arrivé. Toujours lors de l'arc d'Egghead, nous découvrons que le Dr Vegapunk s'efforce de reproduire la technologie du royaume ancien. Une civilisation qui, paradoxalement, semblait bien plus avancée que le monde actuel. Cette technologie futuriste, perdue depuis des siècles, recèle des secrets qui pourraient bouleverser l'équilibre du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dans l'histoire de couverture dédiée à Ener, au chapitre 468, il est révélé que les races alliées, ayant migré vers la planète bleue, possédaient déjà des technologies sophistiquées. Ces peuples célestes, descendants de la cité lunaire de Bilka, auraient probablement apporté avec eux cette connaissance technologique lors de la fondation du royaume ancien. Leur arrivée a marqué le début d'une ère de prospérité et d'innovation sans précédent. Des indices supplémentaires, notamment dans le chapitre 470, suggèrent qu'ils avaient déjà maîtrisé la création des fruits du démon à cette époque, ainsi que la technologie pour les intégrer dans leurs objets inanimés. Cette avancée est probablement similaire à celle atteinte par Vegapunk, mentionné pour la première fois au chapitre 433. Le parallèle entre le passé et le présent souligne l'importance cruciale de ces découvertes pour l'avenir du monde. Avec la combinaison d'une technologie avancée et d'une abondance de ressources naturelles, il est aisé d'imaginer comment le royaume ancien est devenu le plus grand et le plus puissant empire de son temps. Leur mission originelle était noble, créer une utopie où toutes les races pourraient vivre en harmonie, un véritable pays de l'harmonie, ce qui pourrait avoir un lien avec Wano Kuni, qui est aussi connu sous le même nom. Cependant, il semble que cette intention initiale n'ait pas perduré. Le royaume ancien n'a pas réussi à concrétiser cette utopie rêvée. Cette déviation de leur idéal était probablement due à une perte de contrôle sur leurs propres avancements technologiques. L'histoire nous enseigne que l'évolution rapide de la technologie et l'accumulation de pouvoir mènent inévitablement à la création d'armes destructrices. Comme l'a dit Robert Oppenheimer, ils ne le craindront pas tant qu'ils ne le comprendront pas, et ils ne le comprendront pas tant qu'ils ne l'auront pas utilisé. Cette citation résonne comme un avertissement intemporel. Pour le peuple du royaume ancien, ce fut un pas de trop, une transgression qui a semé la discorde au sein même de leur société. Cette division interne aurait alors marqué le début de leur chute. Il est également probable que la création de telles armes ait suscité la formation d'une alliance de 20 royaumes, unis par la crainte de cette puissance incontrôlable. À ce stade, les tentatives du royaume ancien pour unir toutes les races sous une seule et même bannière ont commencé à ressembler davantage à du colonialisme et à de la subjugation.
En perdant de vue leur vertu originelle, ils ont commencé à forcer les autres royaumes et à les rejoindre, étouffant ainsi la liberté et l'autodétermination des peuples. Juda et la Grande Fission. La guerre contre l'Alliance des 20 royaumes, combinée au conflit interne entre les scientifiques et les traditionalistes, a précipité la fin du royaume ancien. Il existe une idée répandue selon laquelle ils auraient été trahis par un Juda, une figure semblable à Barbe Noire dans notre histoire contemporaine. Cependant, il est possible que celui qui s'est opposé au royaume ancien devenu tyrannique était en réalité Joy Boy lui-même. Joy Boy, autrefois allié du royaume ancien, aurait pu constater la déviation morale de ses dirigeants et choisir de se dresser contre eux pour préserver les idéaux d'origine. Sa rébellion symboliserait la lutte pour restaurer l'équilibre et la justice. Cette hypothèse donne une nouvelle dimension au personnage de Joy Boy, le présentant non pas seulement comme une figure légendaire, mais comme un acteur clé dans le destin du monde. Le guerrier de la libération. Si le royaume ancien s'est effectivement mué en une puissance tyrannique, il est plausible que Joy Boy n'ait pas combattu pour lui, mais contre lui. Il aurait ainsi endossé le rôle du guerrier de la libération, s'élevant contre l'oppression et l'injustice instaurée par un empire qui avait dévié de ses idéaux originels. La guerre qui s'ensuivit pourrait être celle que l'histoire a retenue sous le nom de la Tempête. Un conflit monumental où les forces de la liberté affrontèrent celles de la tyrannie, marquant un tournant décisif dans l'histoire du monde. Cette période sombre serait à l'origine de profonds bouleversements, dont les répercussions se font encore sentir des siècles plus tard. Cette guerre est probablement la raison pour laquelle Joy Boy a dû s'excuser auprès de Poséidon, symbole de la promesse non tenue du royaume ancien de ramener les habitants de l'île des hommes poissons à la surface. L'échec de cette promesse sacrée aurait plongé l'île des hommes poissons dans une situation analogue à celle de la cité perdue d'Atlantide, condamnée à l'oubli sous les flots. En conclusion, voici peut-être l'histoire de l'ascension de la chute du royaume ancien, inspirée de faits bibliques de notre monde. Initialement conçu comme une utopie prospère destinée à unir toutes les races dans l'harmonie, ce royaume a été corrompu par le pouvoir démesuré de sa technologie avancée, se transformant peu à peu en un empire tyrannique et oppressif. N'est-ce pas ironique? Ce qui était censé être un paradis pour tous est devenu une source de souffrance pour beaucoup. Ces instruments de progrès seraient devenus des outils d'oppression. Et un autre parallèle avec notre monde serait que cette ironie tragique souligne la fragilité des idéaux face à la tentation du pouvoir absolu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail, alors merci d'être resté jusqu'à la fin. Si l'une ou toutes ces théories vous ont plu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. Et n'hésitez pas non plus à faire un tour sur mes comptes TikTok, Instagram et Twitter. Car c'est gratuit, ça fait plaisir, ça me motive et ça aide la chaîne à grandir. Merci à tous ceux qui le feront et salut!